Bonjour et merci de m'avoir invité. Écoutez, je me porte très bien, mieux que quand je suis sorti le 20 mai 2020, vous vous en doutez. Alors d'abord, peut-être un petit rectificatif, ce n'est pas le 13 janvier dernier, c'est le 12 juillet 2019, voyez-vous. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. C'est une date qui n'a pas été choisie par hasard. Nous avons choisi le 12 juillet parce que le 14 juillet, 2 jours plus tard, la France fête son indépendance, sa libération du joug monarchique. Mais avant de vous donner mon sentiment, comment ai-je vécu cette opération, je voudrais, si vraiment vous me le permettez, expliquer aux Gabonais quelles sont les motivations profondes qui m'ont amené à poser avec de jeunes Gabonais, courageux et déterminés, ce acte-là. Car je n'ai jamais eu l'occasion de m'en expliquer. Notre pays, depuis le 31 août 2016, vit une crise intense, très aiguë. Suite donc au hold-up militaro-électoral qui a été effectué par le régime actuel. Et donc, me sentant pleinement concerné par la situation de mon pays, j'ai donc entrepris une démarche, celle de rencontrer les différentes autorités accréditées dans notre pays, les chancelleries. J'ai donc décidé de rencontrer l'ambassadeur de Russie, l'ambassadeur de Chine, de Turquie, l'ambassadeur d'Italie, d'Allemagne, de l'Union européenne et bien naturellement de la France. J'ai été reçu en premier par l'ambassadeur d'Allemagne qui a tout de suite réagi. Et notre entretien s'est très bien passé. J'ai été ensuite, en seconde position, accueilli par le responsable de la section politique de l'Union européenne. Et là aussi, nous avons eu de très bons échanges, très fructueux. Et l'ambassadeur de France, qui avait été sollicité officiellement par courrier, comme les autres, m'a relégué à un entretien avec son premier conseiller d'ambassade. Une charmante dame, diplomate, aujourd'hui rappelée dans son pays, au Quai d'Orsay, Madame Charline Leb, que je salue au passage. Avec cette dame, nous avions des rencontres régulières. Et lorsqu'elle me dit que l'ambassadeur souhaite que je la rencontre elle, je lui explique que ce n'est vraiment pas cela que nous voulons avoir. Nous souhaitons pouvoir discuter avec l'ambassadeur lui-même. Quelque temps après, elle m'a fait comprendre que l'ambassadeur avait défini ce format et qu'il fallait que je m'y tienne ou alors, eh bien, que je ne vienne pas, tout simplement. Je n'ai pas du tout apprécié l'attitude de son Excellence Philippe Authier, ambassadeur de France au Gabon, et qu'il est encore jusqu'aujourd'hui. Je l'ai trouvé par trop méprisante et condescendante à mon endroit. J'estimais que si l'Allemagne et si l'Union européenne, qui ont moins d'intérêt dans notre pays que la France, ont daigné m'accorder une audience, ce n'est pas la France d'Emmanuel Macron qui a signé des accords de coopération avec notre pays et qui est la puissance tutélaire, qui a énormément d'intérêt, qui ne pouvait pas être sensible à cette demande d'audience. J'ai donc décidé que j'allais de la manière la plus spectaculaire et peut-être la moins diplomatique dire dans un cadre public ce que j'aurais pu exprimer à l'ambassadeur dans un environnement plus privé, plus confidentiel, avec des termes, allez, disons-le, qui respectent les usages diplomatiques. Donc, c'est un peu de la faute de son Excellence, M. Philippe Authier, que cette opération Lumumba a eu lieu. Et je ne la regrette pas, et je veux encore aujourd'hui louer le courage
de ces jeunes Gabonais qui ont été déterminés et qui m'ont accompagné dans cette aventure où certains auraient pu risquer leur liberté. J'ai été le seul qui a été arrêté et je me félicite, car c'était mon idée et je l'ai parfaitement assumé, cette arrestation. Alors, comment j'ai vécu cette opération que j'ai dénommée Lumumba? Bien entendu, j'avais le stress. À tout moment, les forces de l'ordre auraient pu venir nous arrêter. Mais j'étais convaincu que j'agissais en commando d'une opération qui s'imposait désormais. J'agissais au nom d'une génération africaine, une nouvelle génération décomplexée, compétente, consciente et agissante qui entend désormais s'adresser à la France d'égal à égal. Et mon discours était empreint justement de cette nature-là, des rapports que nous voulons désormais instituer entre des personnes qui sont de la même génération que nous. Je veux simplement rappeler que Emmanuel Macron, qui est né en 1977, a 10 ans de moins que moi, qui suis né en 1967. Donc nous parlons à des gens de notre génération, d'égal à égal et sans complexe. Je me suis donc senti comme une sorte de héros, messager d'une génération qui veut désormais que les rapports changent entre la France et le Gabon, entre la France et tout le précaré français que constitue l'Afrique francophone. C'est un profond sentiment d'injustice qui m'habite quand je parle de cette opération Lumumba. Injustice parce que, en août 2015, un Gabonais, aujourd'hui décédé, qui restait pour moi un frère, Hervé Ndongema, avait eu une attitude un peu similaire. Hervé Ndongema était parti avec beaucoup de personnes. Et il avait même eu, je pense, le soutien des autorités, des forces de l'ordre, si vous regardez la vidéo. Hervé Ndongema a réuni un parterre de Gabonais, ils étaient environ 200, au niveau de l'endroit où même j'ai fait l'opération Lumumba, et ils protestaient contre la France, estimant que cette dernière n'avait pas à mettre en examen le tout-puissant directeur de cabinet du président de la République à l'époque, M. Mexan à Combrécy, qui avait été interpellé en France pour détournement d'argent, blanchiment, et ainsi de suite. Alors lui n'a jamais risqué la prison, ni d'ailleurs ceux qui l'ont accompagné. Nous sommes là en 2015. En 2019, c'est le même régime, c'est toujours Ali Bongo qui est au pouvoir. C'est vrai, ce n'est plus Mexan Combrécy qui est directeur de cabinet, c'est Brice Acruche, aujourd'hui en prison. Eh bien, quand je fais, moi, cette opération, je me dis que c'est un petit embouteillage que je vais créer et je n'ai pas trop à m'inquiéter. Mais en même temps, je me dis que ce pouvoir, qui ne respecte pas toujours le droit, est capable de me surprendre. Donc, si je me retrouve ensuite en prison, alors que Ndongema, lui, ne l'a jamais été, c'est peut-être parce que dans notre pays, il n'y a pas de justice. Et lorsqu'il n'y a pas de justice, on a forcément, au fond de soi, un sentiment d'injustice. Ça me donne l'occasion de dire que nous devons, au Gabon, commencer vraiment à établir un état de droit. Chacun de nous, dans sa position, peut décider de faire en sorte que notre pays soit un état de fait, c'est-à-dire une sorte de dictature, qui ne dit pas son nom, ou un état de droit. C'est ensemble que nous décidons de faire de notre pays une démocratie. Normalement, dans un pays qui prétend être démocratique, il y a la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, qui est détenu par un groupe d'hommes et de femmes. Il y a le pouvoir législatif,
qui est également détenu par un autre groupe d'hommes et de femmes, distincts. Et il y a le pouvoir judiciaire détenu par un troisième groupe d'hommes et de femmes. 3 groupes différents, distincts. Et ces groupes doivent s'auto-contrôler et doivent éviter qu'il y ait un débordement, afin que chacun reste dans le cadre prévu par la Constitution. Et aujourd'hui, il y a maintenant un 4e groupe, celui de la presse, à laquelle vous appartenez. Le pouvoir judiciaire au Gabon doit jouer son rôle. Le pouvoir judiciaire doit être indépendant. Il doit rendre la justice au nom du peuple gabonais. J'appartiens à ce peuple. Lorsqu'on me met en prison pour un simple discours, pour un simple embouteillage de 10 minutes, alors que j'ai défendu les intérêts de mon pays, les intérêts de l'Afrique centrale, les intérêts de l'Afrique, et qu'à côté, une personne qui défend, il faut le dire très vulgairement, un brigand de grand chemin à col blanc, un déteneur d'argent, quand cette personne, elle, est restée en liberté, et que moi, j'ai été mis en prison, les Gabonais doivent comprendre que la justice gabonaise, l'administration judiciaire ne joue pas son rôle. Je vais donc interpeller les magistrats, alors disant que nous aurons autant confiance à la justice que vous administrez lorsque vous serez vraiment des personnes qui souhaitaient que les Gabonais soient traités de la même manière. C'est ainsi que vous aurez vraiment notre respect. Nous ne voulons plus que vous soyez instrumentalisés. Vous avez assez d'intelligence et de courage pour refuser l'instrumentalisation de l'exécutif. Nous ne voulons pas que des personnes se retrouvent en prison à cause simplement de règlements de comptes politiques. Ce n'est pas le rôle de la justice. Donc, ce sentiment d'injustice, oui, je l'ai au fond de moi. Je tenais à le partager, puisque vous me posez la question, et j'interpelle ainsi les justiciers de notre pays, qui soient à la hauteur de la noble tâche qu'ils sont censés accomplir et respecter. Mais, bien entendu, cette justice a été instrumentalisée. Pourquoi? Parce que un embouteillage de 10 minutes, une entrave à la circulation routière dans notre pays, est sanctionné de manière très claire dans notre code pénal. C'est une contravention, une simple amende. Mais j'ai écopé de 10 mois de prison. Donc une sanction parfaitement disproportionnée. Il est clair que ce n'est pas tant l'embouteillage qui pourtant concernait les autorités gabonaises pour lequel j'ai été mis en prison. C'est le discours que j'ai tenu. Et un discours que j'ai tenu non pas à l'endroit des autorités de mon pays, mais à l'endroit, à l'adresse de la France, qui jusqu'à présent n'a pas réagi. Si la France, qui a été épinglée, c'est vrai, de manière assez cavalière, ne réagit pas sur un discours politique, pourquoi? C'est l'État gabonais qui le fait. Donc voyez-vous, il est clair que cet exemple montre à suffisance que la justice gabonaise est instrumentalisée. Et si vous prenez le cas des autres personnalités politiques qui sont en prison, comme Bertrand Zibiabe, c'est une instrumentalisation de la justice. Si vous prenez la personne de Pascal Oyougou, c'est une instrumentalisation de la justice. Si vous prenez même Magloire Gambia, c'est une instrumentalisation de la justice. Et le dernier cas de figure que vous avez, c'est Léandre Zuet, aujourd'hui, et bien avant lui, Brice Lacruche et tous les Agidiens. On voit que dès qu'un homme politique, quel que soit son bord, dans l'opposition ou même dans le pouvoir, déplaît désormais ou dérange ou même inquiète ce régime, eh bien on se sert de la justice pour le mettre en prison. Nous ne pouvons plus accepter ça. Nous demandons aux justiciers de se reprendre afin que notre pays soit un état de droit, afin que nous respectons la justice au nom de laquelle, justement, le peuple est rendu au nom du peuple. Pardon. Madame le Premier ministre Osoka Raponda, que je salue respectueusement, me permettra de lui porter la contradiction de la manière la plus courtoise mais la plus franche
Les propos de cette haute personnalité ne sont pas exacts. Elle répète à l'envi la position d'Ali Bongo Ondimba, qui a toujours clamé sur le plan national et international qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. Mais je suis la démonstration vivante, moi qui vous parle en ce moment, qu'il y a des prisonniers politiques au Gabon. On ne peut pas comprendre dans un état de droit que pour un embouteillage de 10 minutes seulement, on se retrouve en prison pendant 10 mois. C'est quand on regarde au contenu du discours que l'on comprend que c'est à cause de ce discours hautement politique que j'ai été mis en prison. Quand Bertrand Zibiabe, que je citais tantôt, est en prison, mais c'est parce qu'il a rompu avec le PDG. Il a décidé de suivre le candidat Jean Ping qui a été élu. Et le pouvoir ne lui a pas pardonné ce qu'ils ont certainement considéré comme une trahison. Quand Pascal Oyougou est également mis en prison, mais c'est parce que cet homme qui appartient à la province du Haut-Ogooué a décidé de mettre sur pied une association qu'il a intitulée les Altogovéens libres. Il a voulu que les Altogovéens, comme tous les fils de notre pays, ne s'inscrivent plus dans une logique où ils ne sont que des personnes manipulées par un pouvoir qui se sert d'eux, qui se sert de la province du Haut-Ogooué comme la variable d'ajustement. Et donner le sentiment que tous les Altogovéens doivent toujours être derrière un régime qui pourtant ne prend pas soin d'eux. Parce que le Yougou paye justement cette défection des rangs du PDG. C'est un prisonnier politique. Abba Minko, Roland Désiré, et je finirai par lui, car la liste est longue, car il y a aussi Kelly Ondobian, il y a aussi Balak Obammebiam, ils sont nombreux, les prisonniers politiques. Mais je vais simplement, à travers ces différents noms, dire qu'il y a bien une réalité de prisonniers politiques dans notre pays. Roland Désiré Abba Minko, il était candidat à l'élection présidentielle. Il s'est ensuite rallié à M. Jean Ping. C'est vrai qu'il a fait un bluff politique avec la menace de faire exploser des bâtiments. Roland Désiré Abba Minko est un vrai patriote. Ce n'était qu'un bluff. Jamais il n'aurait remis en cause les biens de notre pays, les bâtiments. C'était un simple bluff. Je veux dire que ce garçon, cet homme aujourd'hui en prison, encadre tous ceux qui passent le BPC et le bac depuis qu'il est en prison. Et si vous vérifiez les statistiques, vous verrez qu'elles sont de très bonne qualité. Donc, ce garçon est un nationaliste, c'est un patriote, c'est un homme brillant et intelligent. Il ne mérite pas d'être en prison. Son énergie intellectuelle, son énergie physique doit servir à construire le pays. Donc, pour conclure, il existe des prisonniers politiques au Gabon. Nous rétorquons cela à Madame le Premier ministre. Et nous souhaitons qu'elle en tienne compte et qu'elle libère des hommes qui doivent s'exprimer sur la place publique, même s'ils offrent un discours qui soit en contradiction notoire avec la parole du chef de l'État ou avec ce que dit la presse officielle aux ordres. Y aurait-il alors justement une absence totale de pluralisme au Gabon, sur le plan évidemment si un citoyen peut se faire arrêter pour un simple discours? Mais bien entendu. Combien d'opposants politiques réels passent à Gabon 24 ou à Gabon Télévision? Gabon Télévision est une chaîne publique. Et les différents fonctionnaires qui officient dans cette entité administrative sont payés par le denier public, donc par les contributions de chacun des citoyens du Gabon, des contribuables. Quand je paye mes impôts servent à payer les fonctionnaires de Gabon Télévision. Mais pourtant, je n'ai pas droit à l'accès aux différents plateaux de télévision, de Gabon Télévision. Pourquoi? Pourquoi Jean Ping n'a jamais été vu sur les plateaux de télévision, de Gabon Télévision? Pourquoi tous ceux qui partagent un avis contraire n'ont pas la possibilité de s'exprimer sur une chaîne pourtant publique? Cela traduit clairement la fermeture qui existe et un système qui n'entend faire passer que son discours de propagande. Oui, il n'y a pas de liberté
d'expression dans notre pays, il n'y a pas de pluralité d'opinions politiques, et ceux qui ont le courage d'oser donner un son de cloche différent sont purement et simplement arrêtés. C'est la méthode du gouvernement Ali et nous ne pouvons que le déplorer. C'est une expérience à la fois éprouvante mais enrichissante. Et quand on est un homme, il faut savoir retenir les leçons binaires que la vie vous offre et vous propose. Je n'ai pas été traité de la manière la plus vile ou la plus brutale. Je n'ai subi aucun sévice corporel. Je tiens à le dire tout de suite. Et je veux donc par cette occasion remercier le professionnalisme avec lequel les matons, c'est-à-dire les autorités pénitentiaires, m'ont traité. Et je pense que c'est aussi un peu le cas pour certains, pas pour tous. Je sais que Bertrand Zibi Abegue a subi des tortures. Je sais que d'autres prisonniers ont subi des tortures. Ça n'a pas été le cas pour moi. Peut-être parce que, quand je suis arrivé, le directeur de la prison centrale, M. Ella Soumou Gabriel, avait annoncé qu'il avait l'intention d'humaniser la prison, de respecter les êtres humains qui y étaient. Je vais ici lui rendre un hommage particulier. Et c'est au moment où il prend cette décision, on va dire, humaniste, de mieux nous traiter, que moi j'arrive en prison. Quand Zibi est arrivé, c'était un certain Mitombo qui était à la tête de la prison et il n'avait pas les mêmes sentiments humanistes ou philanthropiques que son successeur. Je m'arrêterai là. Zibi Bertrand pourra, sur cette question, mieux vous entretenir. Donc, je n'ai pas subi de sévices ni de torture. Simplement, j'étais privé de liberté, privé de mon épouse, de mes enfants, de ma famille, de mes amis. Et ça, quand on n'a pas été habitué, vous souffrez moralement. C'est évident. Et pour ce qui est des conditions alimentaires, sanitaires, j'ai dû prendre des dispositions parce que nous vivons dans des conditions exécrables et inhumaines à la prison centrale de Libreville. Il faut le dire. C'est une prison qui a été construite à la fin des années 50, précisément, je crois, en 1956. Elle prévoyait d'accueillir environ 300 détenus et disposait d'à peu près une quarantaine de cellules. Aujourd'hui, vous avez 22 quartiers, dont un quartier pour les mineurs, 2 quartiers pour les femmes et le reste, les quartiers d'hommes. 22 quartiers. Et il y a 3300 détenus environ. Et tenez-vous bien, à peine 10% ont été jugés. Donc il y a à peu près 90% de détenus qui attendent d'être jugés, qui sont en détention préventive comme je l'ai été. C'est inadmissible. La justice doit faire son travail. C'est là où on l'attend, pas sur l'arrestation des prisonniers politiques. Donc il y a déjà les conditions de vie. Il y a une surpopulation carcérale inacceptable en ce début du 3e millénaire. Inacceptable. Cette prison, après de 70 ans, elle doit être réformée. Elle ne répond pas aux normes des lois et elle n'est pas aux standards internationaux. Cette prison n'a pas d'eau courante. On doit se laver, on doit laver le linge, on doit préparer, on doit boire une eau qui est forée à partir d'un puits. Et donc, il y a beaucoup de cas de maladies diarrhéiques, de dysenterie, et parfois, il y a des morts. Il y a des morts. On pourrait éviter ça. Pour peu simplement qu'il y ait de l'eau potable courante. La nourriture, c'est une baguette de pain et une cuisse de poulet crue. Car le prisonnier lui-même doit préparer sa pitance journalière. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de réfectoire. Les prisonniers doivent se débrouiller. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore brûlé la prison, heureusement. Sinon, ils ont le feu. Ils pourraient très bien brûler la prison. Ils ne l'ont jamais fait. Il reste finalement des hommes et des femmes qui respectent quand même leur environnement, même s'ils sont privés de liberté. Et au-delà donc de la situation alimentaire, il y a la situation sanitaire. Comment les prisonniers sont traités quand ils sont malades. C'est une catastrophe. À peine 2 infirmeries, ou 3.
à peine 2 médecins, à peine quelques infirmières pour 3300 prisonniers. Donc il y a souvent des décès dus à des maladies. Et tout cela est regrettable. Pour terminer sur cette question, je voudrais donner juste un sentiment. Le sentiment d'un beau gâchis. Quand je vois toute cette vigueur, car j'ai été d'abord interné, enfermé dans le quartier le plus populeux, le plus populaire, le plus dangereux, le quartier de la Chine. Il y a beaucoup de jeunes. J'ai été vraiment triste de constater que autant de force, autant de vigueur, autant de jeunesse, aujourd'hui là, calfeutrés, embrigadés, cloisonnés, alors que tous ces bras valides pourraient servir à construire les routes de notre pays, tous ces bras valides pourraient servir à construire les hôpitaux, à construire les dispensaires, à construire les universités, à bâtir notre pays. La place de la jeunesse n'est pas en prison. Elle est là, dans la cité, pour que cette cité se développe. Il faut vraiment que nous apportions une solution, une alternative. C'est devenu inéluctable. Et nous avons l'intention de nous battre pour que ce projet que nous mûrissons soit demain une réalité. Que cette jeunesse serve à la construction de son pays et s'épanouisse, plutôt qu'elle vive dans des conditions exécrables à la prison centrale de Libreville. Je me suis donné un peu pour discipline de ne pas commenter les actions d'un gouvernement, d'un régime imposteur, illégitime. Parce que, en le faisant, permettez-moi de le penser, je donne l'impression que je légitimise, que je donne du crédit à leur action. D'un instant, je me permets de les critiquer. Pourquoi je prends cette posture politique? Parce que il y a ceux qui se disent de la résistance et d'autres de l'opposition dite modérée. Car l'opposition radicale, nous l'appelons la résistance. L'opposition modérée, c'est cette opposition qui a finalement pris acte de l'imposture et a revêtu à cette imposture le manteau de légitimité. Et de cet instant, cette opposition se comporte avec le régime devenu légitime comme il se comporterait face à un régime légitime. Ali Bongo n'a pas été élu. Il n'a pas le mandat pour conduire notre pays. Donc les actions que lui et son gouvernement posent ne nous intéressent pas à la résistance. Ils ne sont pas qualifiés pour parler au nom du peuple. Ils ne sont pas qualifiés pour agir. Et nous refusons de rentrer dans l'imposture qu'ils nous ont imposée. Et justement, quand on refuse de parler de ce qu'ils font, c'est justement parce que nous ne voulons pas leur donner du crédit. Mais je voudrais juste finir sur une observation. Cette pandémie nous a montré le niveau de défaillance de nos structures, tant sociales, économiques que sanitaires. Les Gabonais peuvent constater que les beaux discours sur la construction d'hôpitaux, on nous a vanté VAMED, le partenaire, sur les différents hôpitaux qui ont été construits. Ces beaux discours, finalement, n'ont pas été capables de résister à cette virulence de la pandémie. Car les structures sanitaires hospitalières du Gabon n'ont pas permis de contenir la pandémie du Covid-19. Mais au-delà même du Covid-19, il y a d'autres maladies. Des femmes qui continuent à accoucher par terre, des personnes qui ne peuvent pas bénéficier de poches de sang et qui décèdent à cause d'un accident de circulation. Donc, vraiment, nous voulons que tout cela cesse. Nous voulons qu'un jour dans notre pays, un gouvernement compétent qui exploite les richesses immenses de notre pays décide de construire la nation gabonaise, décide de construire le pays et de le développer. C'est cela à quoi nous aspirons, nous dans la résistance. Donc, je ne veux pas vraiment commenter la manière dont le Covid-19 est géré par le gouvernement de la République, que ce soit le gouvernement de Julien Kobe-Kale ou que ce soit celui de Mme Osuka Raponda. Je pourrais discuter effectivement des aspects économiques, des aspects financiers, les budgets qui ont été consacrés. Je pourrais discuter du respect des mesures barrières par les populations. Je pourrais entrer dans ces différents aspects très analytiques, je pourrais le faire. Mais cet exercice ne m'intéresse pas. Le seul aujourd'hui que je trouve important et qui mérite maintenant qu'on lui consacre toute notre énergie, c'est de faire respecter la souveraineté populaire qui s'est exprimée le 27 août 2016. Et quand un régime légitime sera aux affaires, alors nous serons en droit, nous les républicains, de le critiquer quand on est d'accord avec lui,
ou bien simplement d'approuver ces décisions quand elles vont dans le sens du bien des populations gabonaises. Le mouvement The New Power a été effectivement créé le 20 août 2020 dans un hôtel de la place. Nous définissons ce mouvement comme étant associatif parce que nous voulons intéresser les personnes qui militent pour que des causes publiques et citoyennes avancent. Et ces personnes souvent se méfient du milieu politique, qui est un milieu, il faut le reconnaître, assez dangereux, avec les perfidies et les trahisons. Mais ces personnes ont le cœur à l'ouvrage et aimeraient faire des choses pour leur pays. Donc nous voulons les intéresser. Souvent, ils militent dans les ONG, les associations caritatives. Mais notre mouvement est également politique, puisqu'il défend, il aborde, il traite des thématiques qui sont hautement et éminemment politiques. La souveraineté nationale est une thématique politique. La libération de notre pays du joug de l'impérialisme français est une thématique politique. Voyez-vous, la lutte contre la France-Afrique, ce monstre qui nous maintient dans ses griffes et dans ses crocs, est une thématique hautement politique. Et notre mouvement est enfin international parce qu'il a décidé de se battre et d'embrasser une cause qui transcende nos vies et qui dépasse de loin les frontières de notre pays, le Gabon, les frontières d'Afrique centrale. Cette cause, c'est le panafricanisme, ou plutôt la renaissance africaine, dont le panafricanisme est le bras armé. Donc, notre mouvement est associatif, politique et international. Mais il est également, dans son corpus idéologique, il est souverainiste. Parce que nous avons pris conscience, dans notre mouvement The New Power, que notre pays n'est pas souverain, qu'il n'est pas indépendant, malgré les différentes fêtes d'indépendance que nous célébrons depuis 60 ans. Notre souveraineté, elle est entre les mains de la France, qui a arrêté ce principe de confiscation de notre souveraineté lors du référendum de 1958, qui s'est traduit différemment par les pseudo-indépendances qui ont été concédées en 1960. Donc, si nous voulons être souverains, si nous voulons décider de l'avenir de notre pays, décider du destin des générations actuelles et futures, il nous faut aller arracher cette souveraineté qui se trouve, je vous l'ai dit, captive dans les mains de la France-Afrique. Il nous faut donc être ouvertement anti-France-africain. Nous n'allons plus nous cacher. Nous avons identifié notre ennemi, car la France-Afrique est un ennemi. Ce n'est pas un adversaire avec lequel on discute, c'est un ennemi qui veut notre mort, car il veut nous appauvrir jusqu'à ce que nous trépassions. Donc, nous devons être ouvertement anti-France-africains et sans complexe, et avancer contre les principes et mettre en cause toute la stratégie qui est mise en place par cette pieuvre, qui est la France-Afrique. Mais pour réussir ce combat, qui est ardu et qui est très difficile, il nous faut absolument être fondamentalement panafricanistes. C'est lorsque nous allons nous réunir, nous les fils du Gabon et filles du Gabon, les fils du Cameroun et filles du Cameroun, les fils de Côte d'Ivoire, filles de Côte d'Ivoire, les fils du Bénin, filles du Bénin, quand tout ce monde de l'Afrique francophone va comprendre qu'il doit se réunir pour affronter un ennemi commun, alors nous pourrons abattre la France-Afrique. Je donne pour ma part une décennie. En 2030, nous allons faire disparaître définitivement la France-Afrique de notre continent. C'est un engagement que nous prenons. Et nous allons nous battre pour cela. Ou bien nous y arriverons, ou bien nous n'y arriverons pas. Mais si nous n'arriverons pas, les autres vont essayer de respecter cette échéance. Voilà ce que je peux vous dire très brièvement, ce que c'est que notre mouvement The New Power. Oui, nous avons d'abord commencé par cette création, qui était l'acte de naissance. Maintenant, il faut que le bébé grandisse, il fasse ses premiers pas. Et je pense qu'il est en train de grandir à travers donc, les plateformes numériques que nous avons mises en place. Car nous disions dans une vidéo de promotion que nous voulons faire la politique autrement.
Nous avons aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui nous permettent donc de communiquer avec le monde entier, quels que soient les pays, quelles que soient les races, quelles que soient les idéologies. Donc nous nous servons de ces plateformes pour pouvoir donc nous faire connaître. Nous avons donc une plateforme sur Facebook, nous en avons deux, la page officielle qui s'appelle New Power Official et le groupe officiel du même nom, New Power Group. Donc si vous voulez être un sympathisant de notre mouvement, vous allez aimer la page. Si vous voulez être un adhérent, vous allez dans le groupe et vous demandez votre adhésion, elle sera approuvée. Et si vous voulez être un membre actif de notre mouvement, alors là, il faut remplir le formulaire. Et dès l'instant où nous avons vos coordonnées, nous pouvons vous contacter et commencer à concevoir des actions à mettre sur le terrain. Je veux vous dire que des actions sont prévues naturellement. Mais pour l'instant, nous sommes dans une phase d'information sur la création du mouvement, dans une phase de sensibilisation pour faire comprendre aux gens pourquoi nous avons mis en place ce mouvement et pourquoi ce mouvement est souverainiste, pourquoi il s'attaque à la France-Afrique et pourquoi il est panafricaniste quand on sait que le Gabon n'est pas un pays qui brille par la valorisation de cette idéologie. C'est plutôt Gabon d'abord. Gabon d'abord, c'est tout le contraire de Africa Must Unite, n'est-ce pas? Donc, il nous faut d'abord expliquer tout ça aux populations gabonaises. Et lorsqu'elles seront convaincues, lorsqu'elles seront conscientes du bien fondé de cette démarche, alors nous sommes convaincus que lorsque nous mettrons en action des choses très concrètes qui solliciteront leur concours, eh bien ces personnes, cette population va répondre présente. C'est une très bonne question, parce que vous adressez là à l'avenir du pays, la jeunesse. Et je vous ai dit que sa place n'est pas en prison. Il y a une jeunesse qui n'est pas consciente du potentiel qu'elle a, qui n'est pas consciente de son génie et des capacités qu'elle a de changer son pays. Oui, c'est une jeunesse qui souvent n'est pas instruite. C'est une jeunesse qui a été abandonnée. C'est une jeunesse, finalement, qui est une victime misérable d'un système qui la manipule. Et je crois que si aujourd'hui, cette jeunesse inconsciente est si importante, c'est parce que nos écoles ne fonctionnent pas bien. Ce pouvoir a peut-être besoin d'avoir des jeunes sans conscience véritable politique qu'il peut manipuler. Et donc, nous sommes en train de dire qu'à cette jeunesse, nous allons vous apporter l'information pour que vous puissiez réagir face aux sollicitations d'un régime, face aux sollicitations de l'opposition, face à toute personne qui viendrait vers vous pour solliciter votre énergie, votre intelligence. Nous allons vous donner des informations afin que vous soyez consciente de votre potentiel et consciente des enjeux qu'il faut relever. Cette jeunesse, je ne peux pas vous donner son pourcentage dans la nation. On parle souvent ces différents chiffres statistiques et c'est bien dommage. Mais je crois qu'il y a un bon nombre de jeunes Gabonais qui ne sont pas conscients qu'ils peuvent changer leur pays et qui sont frappés par une sorte de fatalisme. On va encore faire comment? Et à côté, vous avez une jeunesse consciente. Une jeunesse qui est, c'est vrai, souvent instruite, éduquée et qui, en fait, est en manque de repères. Elle est consciente, mais elle se dit, mais que dois-je faire pour mon pays? Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, nous nous adressons à cette jeunesse en lui disant, rapprochez-vous du mouvement The New Power. Adhérez. Nous sommes une structure nouvelle et nous avons de nouvelles méthodes. Le New Power, c'est en anglais. En français, c'est le nouveau pouvoir. Nous voulons un nouveau Gabon, bâti avec de nouvelles méthodes. Et ces méthodes doivent s'appuyer sur un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme, c'est la jeunesse, cette nouvelle jeunesse qui doit l'implémenter, qui doit l'implanter. Nous avons besoin que la jeunesse consciente et éduquée nous fasse confiance et rejoigne les rangs de mouvement New Power. Lorsqu'elle discutera avec nous, elle prendra conscience effectivement de l'énorme potentiel qu'elle a. Et comme disait Thomas Sankara, lorsqu'une jeunesse se dresse contre l'impérialisme, même les bombes atomiques ne peuvent pas l'arrêter. Je terminerai donc sur cette phrase de Thomas Sankara, qui, pour moi, effectivement, est un personnage inspirant pour la jeunesse gabonaise et la jeunesse même d'Afrique et du monde. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité et la possibilité de faire connaître notre mouvement. J'espère que vous aurez la possibilité, dans les mois à venir,
de m'offrir encore cette occasion de venir discuter de certaines questions qui nous tiennent vraiment à cœur dans notre mouvement The New Power. Encore merci.